Kémy Seba, bonjour. Bonjour mon frère. Alors vous êtes l'activiste panafricaniste probablement le plus connu de l'heure, depuis quelques années déjà. Et j'ai feuilleté votre bouquin. Lequel? Supranégritude. Le tout premier. Donc le tout premier, avec beaucoup d'intérêt, parce que ça révèle beaucoup sur vos motivations. Vous revenez sur votre enfance, vous parlez de vos motivations politiques, de comment vous êtes construit. Et je remarque maintenant que vous avez beaucoup évolué dans votre pensée. D'aucuns pourraient dire que vous avez trahi certaines valeurs, certaines pensées, mais on peut aussi penser à une évolution simplement de la pensée. Donc ça c'est à chacun de voir. Par exemple, je pense que vous êtes parti du noir en tant que peuple, à un combat de noirs face à l'oppresseur occidental. Mais aujourd'hui, vous parlez plus d'un combat de noirs face à une oligarchie. Et pour certains, c'était un revirement de situation, pour d'autres, c'est une évolution. Qu'est-ce que vous entendez? Alors, moi, je nuance beaucoup cette histoire. J'entends pas beaucoup de gens qui parlent de... Vous savez, quand vous commencez dans une sphère groupusculaire et que vous finissez par atteindre une audience très très large, ceux qui vous avez connus dans un KGB, dans une cabine téléphonique, on vous réinitie à 5, forcément vont dire « Ah, il a changé ». Aujourd'hui, je parle à des centaines de milliers de gens, et via la télé, je peux même dire des millions, sur le continent et dans la diaspora. Il est évident que la réalité politique qui est la nôtre est différente en 2020 qu'elle était quand j'ai commencé en 1999. Mais il y a une phrase que disait Mohamed Ali, que mon ami et grand frère Gilles Duarte a bien résumé. Il a rappelé cette phrase de Mohamed Ali qui disait que si je pense la même chose à 20 ans qu'à 50 ans, c'est que je suis quelqu'un de malade. Aujourd'hui, vous avez la barbe grisonnante. À une certaine époque, vous n'aviez pas de barbe. Je doute que la personne que vous êtes aujourd'hui soit exactement la même personne que vous étiez. Tout à fait. Maintenant, là où je pense que vous vous trompez, c'est que le discours que je tire sur l'oligarchie, je dirais qu'il s'est affiné. Mais j'ai commencé dans une structure que les gens connaissent, même si j'ai pris après mes distances, qui s'appelle la Nation of Islam. Il suffit d'écouter les propos du guide de l'organisation, le ministre Louis Farrakhan, pour savoir que ce qu'il dit là, ce que je dis sur l'oligarchie, il le dit dans ces termes de manière différente, adaptée à un autre contexte, mais l'analyse de cette organisation est la même depuis 1930. Donc je pense qu'il y a aussi une mésécoute. Il y a beaucoup de gens qui, quand on a commencé, on était jeunes, on était fâchés. J'étais très jeune, il faut quand même le rappeler. J'ai commencé à 18 ans, à une époque où tout le monde va en boîte de nuit. Moi j'étais en train déjà de militer pour les miens sur le bitume. L'attitude n'est pas la même d'un jeune homme noir à 18 ans qu'elle l'est à 38 ans. Il y a 20 ans qui se sont passés. Donc il est évident qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ont été prises, il y a beaucoup de recul. Je voyage aux quatre coins du monde aujourd'hui à la rencontre de mon peuple, que ce soit dans des alliances aussi géostratégiques, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe de l'Est. Forcément, le regard gagne en altitude. Mais la majorité, c'est que je suis resté extrêmement fidèle à mes convictions, avec une adaptation réelle. C'est-à-dire que vous commencez, je suis un passionné du métaphysicien René Guénon, pas de l'homme en tant que tel, mais de l'œuvre, qui a commencé à étudier un certain nombre de choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, et à la fin du parcours, il y a une synthèse, tout en restant sur une ligne précise. Je pense que dans le cadre qui est le nôtre, c'est quelque part la même chose qui s'est déroulée. Donc aujourd'hui, il y a un vrai combat contre l'oligarchie. Mais ce combat, vous l'insufflez au sein des populations africaines qui ont ce nouveau vocabulaire, qui ont cette nouvelle vision. Il faut reconnaître que c'est une évolution, voire un changement, peut-être pas dans le mauvais terme, mais la cible n'est plus identique. Donc, comment parce que vous parlez à beaucoup de jeunes, comment est-ce que vous faites pour leur préciser, identifier qui est l'oligarchie? C'est quoi l'oligarchie? Bon, je pense que tout est une question de méthodologie et de pédagogie. Il faut tout d'abord rappeler une chose qui me paraît fondamentale, c'est que pendant très longtemps, les questions politiques ont été des questions élitistes. Il y a un mépris profond, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même si l'intelligentsia se sent un petit peu dépassée, il y a un mépris profond de la prétendue élite intellectuelle. Je pense à mon frère Ali, 45 scientifique, qui dit employons le terme élite pour les bons termes, parce que c'est vrai que pour les bonnes personnes, parce que c'est vrai qu'on emploie souvent ce terme à mauvais escient. Mais en tout cas, ceux qui se prétendent élites
sont, comment dirais-je, des personnes qui, parce qu'ils ont été formés ou informés, etc., sont restés très longtemps dans l'entre-soi. Et ils regardaient avec dédain ce qu'ils appellent la populace, le prolétariat, la masse. Nous, notre message dès le départ a été d'être dans une logique de faire de l'ingénierie sociale dans le sens du changement positif pour que, en déposant une idée, un petit peu à l'image de Inception par rapport au film, en déposant une idée dans l'esprit de la population, cela puisse créer une force de motricité qui les amène à être les acteurs principaux et non plus les spectateurs de l'histoire. Et je me suis servi de différents canaux de transmission, la télévision. J'ai accédé aux mass médias en 2012-2013 sur le continent africain, d'abord au Sénégal, qui est le hub de la presse d'Afrique francophone, en travaillant à la radio, puis après à la 2STV, et ça m'a permis de propager le message. Vous n'êtes pas sans savoir, mon frère, vous êtes africain comme moi, journaliste comme je le suis, même si je suis plus chroniqueur géopolitique, que les médias africains, c'est généralement la musique, d'accord, donc la danse qui va avec, le sport et la politique interne au sens du tripatouillage. Mais il n'y a jamais une perception large des choses, il n'y a jamais une vision, comment dirais-je, verticale des choses. On est dans de l'horizontal. Et moi, je suis rentré dedans pas pour le show, pas pour la notoriété, on l'a acquis, mais c'est pas ça qu'on cherchait clairement et simplement. Je suis rentré dedans pour propager un message, j'ai infiltré ce système médiatique et ça m'a permis maintenant de glisser un certain nombre d'éléments. Alors quand vous me dites oligarchie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe de personnes qui a le pouvoir, tout simplement. Et je pense que c'est important de le préciser parce que sans être... Moi je pense que le marxisme au XXIe siècle, il est complètement déprogrammé par rapport au paradigme contemporain qu'on a aujourd'hui. Le marxisme comme grille de lecture sert toujours, mais avec l'effondrement du mur de Berlin, disons les choses telles qu'elles sont, on va même élargir la thématique en disant que le communisme, ça va plus loin que la démarche du marxisme, le communisme, en ce XXIe siècle, a été complètement intégré au néolibéralisme, au libéralisme qui était censé être son pire ennemi. Il y a eu une guerre entre deux pôles, il y a eu le libéralisme d'un côté, le communisme de l'autre. Dès lors que le libéralisme a vaincu, il a complètement régné. Et ce qui est devenu la résistance ultime à ce libéralisme, c'est très clairement le souverainisme. Et dans ce souverainisme, pour comprendre un certain nombre d'éléments, il est aussi important de pouvoir y incorporer des éléments de classe. Moi, je vis en Afrique. En Afrique, je suis obligé de dire qu'il y a une masse prolétarienne. C'est une réalité quotidienne que je vois. Et puis, il y a maintenant une infime minorité qui détient toutes les manettes du pouvoir, qui détient tout l'argent. Alors même nous qui sommes de la classe moyenne, qui avons un petit peu d'argent, il ne faut pas qu'on se mente par rapport à la masse prolétaire, on fait quand même partie de la base par rapport à ceux qui ont des milliards. Donc cette oligarchie que vous dénoncez, vous dites, elle est en Afrique, elle est en Europe. Elle est partout. Et c'est l'union entre les prolétaires du Sud et du Nord, quelque part. Non. Vous parlez d'union ou pas? Non, il faut qu'on fasse les choses par étapes. C'est pas que je parle d'union ou de désunion. Je dis que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. C'est pour ça que je dis qu'on tient toujours le même discours depuis 20 ans. C'est juste que certaines personnes ont pris du temps à comprendre jusqu'où on voulait aller. Et c'est quoi les nôtres? Et les nôtres, c'est la population africaine et afrodescendante en priorité. Ça, je ne vais jamais départir. C'est pas parce que vous allez me voir à Cuba, c'est pas parce que vous allez me voir en Russie, c'est pas parce que vous allez me voir en Iran, c'est pas parce que vous pouvez me voir dans différents pays que, bientôt en Corée du Nord peut-être, que cela signifie que j'oublie que notre combat prioritaire est pour notre peuple. Il faut dissocier les alliances géostratégiques face à un ennemi commun, d'accord, de l'entité pour laquelle nous nous battons en priorité. Moi, je me bats pour les Africains et les Afrodescendants en priorité. Ça, c'est comme ça. Et ça ne changera pas. Maintenant, force est de constater que le prolétariat est une thématique globale. Et vous allez aux quatre coins du monde, vous voyez des gens qui souffrent à différents degrés d'un certain nombre de problèmes qui peuvent être similaires. Et il faut être capable de le reconnaître. Moi, j'ai une empathie. Alors, je mets de côté, sauf s'il y a de la négrophobie, mais j'ai une empathie, par exemple, pour le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont ce qu'on appelle, ce que le système occidental considère comme les gueux du XXIe siècle. Alors, j'extrais, parce que s'il y a de la négrophobie, ce sont mes adversaires. D'accord? Mais tout, et ça c'est aussi la diabolisation que les médias ont voulu faire croire, tous ceux qui sont les gilets jaunes ne sont pas non plus empreints de négrophobie. C'est une réalité. Donc j'ai une sympathie pour ça. Mais de la même façon que j'ai une sympathie en priorité d'abord pour mon peuple qui manifeste aussi dans la diaspora contre les bavures policières, etc. Et la plupart de ces gens, en tout cas je ne parle pas du showbiz qui est très nombreux aussi, parce que pour des raisons qu'on expliquera peut-être après, qui se retrouvent beaucoup dans ce courant-là, mais il y a aussi une partie du prolétariat noir qui se reconnaît dans ces situations, et donc il y a une logique d'appartenance et de solidarité. Vous avez parlé de bavure policière, on rebondit un peu sur Black Lives Matter, un hashtag que vous n'aimez pas
finalement. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'il faut faire la genèse. Au départ, Black Lives Matter, quand la sœur Alicia Garza dit à sa communauté nos vies comptent, c'est pas la même tournure que quand les médias utilisent ça et transforment ça en un slogan générationnel. Parce que quand les médias blancs, occidentaux, caucasiens utilisent ça, ça se transforme en une phrase qui signifie vis-à-vis de l'extérieur, hey, on dit au système, au monde blanc, nos vies comptent, arrêtez de nous tuer. Moi, j'ai rien à prouver. Je veux dire très clairement, j'ai strictement rien à prouver aux Occidentaux et je n'ai pas, au XXIe siècle, le besoin de leur dire nos vies comptent. Si tu tentes de nuire à mon intégrité physique, tu te rendras compte que ma vie compte plus que la tienne. Et je n'aurai pas besoin de demander au gouvernement que, oui, prenez en compte cette réalité-là. Ce qu'il faut, c'est que notre communauté compte sur elle-même. De l'exclusion d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Il est temps qu'on se reconstitue notre propre puissance, où que nous soyons sur le continent. L'autodétermination passe par là. Se déterminer dans le regard d'autrui en disant « Hé, nos vies comptent », pour moi, c'est de la victimisation. Pour moi, c'est quelque part, dès lors qu'on présente cette phrase-là, c'est limite, on est dans un processus où on doute, en réalité. Et moi, je veux que le logiciel de la foi en nous-mêmes, d'accord, de l'anti-victimisation, puisse germer et grandir. Je n'ai pas besoin de dire à des gens, la vie des Noirs compte, vous devez... Non. Mais comment peut-on s'autodéterminer quand on vit dans un système dominé? Étymologiquement parlant, autodétermination signifie quoi? C'est déterminer, c'est quoi? Détermination, déterminer, être déterminé par autrui, ça veut dire que tu existes dans le regard d'autrui. S'autodéterminer, c'est-à-dire que tu te détermines toi-même. Allons au-delà du sens global du concept d'autodétermination qui, dans une dimension politique, signifie que oui, un peuple s'organise, fait ses lois politiquement, etc., etc. Je parle même au sens premier du terme. Dans le sens diasporique, les communautés chinoises, quand vous allez dans les quartiers chinois, alors je ne sais pas comment ça se passe trop ici du côté de Bruxelles, mais les quartiers chinois ont leur vie, la communauté indienne a sa vie, ils ont leurs films qui tournent, ils ont leur réalité qui tourne, ils ont leur monde. Vous ne les voyez jamais mendier des places dans les quotas, ou très peu en tout cas mendier des places pour avoir des quotas dans le monde du blanc. On est les seuls qui ont ce besoin maladif d'exister dans le monde des autres. Et c'est parce qu'on est instrumentalisé par une gauche néolibérale qui a toujours compris, et une élite apatride que je ne vais pas citer, mais tout le monde la reconnaîtra, qui a compris très rapidement qu'elle pouvait se servir de nous pour avancer dans son agenda. Moi je dis, détachons-nous de tous les parrains et existons en tant que nous-mêmes. On n'a pas besoin, moi je n'éprouve aucun plaisir quand on voit, dans ce film, j'aime bien ce film parce qu'il y a un noir. Ça c'est le degré zéro de la conscience noire. C'est le degré zéro. Et moi quand j'entends des gens au XXIe siècle qui sont encore dans ce combat, j'ai mal pour eux. Parce que le combat n'est pas ça. Alors, on peut vous reconnaître quelque chose, c'est que vous êtes né en France, vous avez prôné l'africanité, le panafricanisme et le retour en Afrique. Vous êtes retourné en Afrique et vous avez construit des projets qui fonctionnent. Mais pour le noir qui est né ici et qui n'a peut-être pas eu la chance ou... la chance n'existe pas dans ce monde. Bon, qui n'a peut-être pas eu l'opportunité de s'instruire ou la fougue que vous avez, je vais arriver jusqu'au bout, et qui se dit quelque part, je suis né ici, il se trouve que j'ai des enfants aussi ici, comment je vis avec ce monde ici? Comment est-ce que je vis mon panafricanisme en Europe, en Belgique, en France? Bon, moi, la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, moi je suis très loin d'être supérieur à la moyenne. Je pense que je suis quelqu'un de profondément classique. Et je ne le dis pas avec une fausse humilité, je le dis par réelle conviction. Je suis semblable à tous les Noirs que vous voyez à Matongué, que vous voyez à Châtelet-Léal, que vous voyez à Brixton, etc. Je ne suis pas différent d'eux. Je traînais dehors à une certaine époque de ma vie quand j'étais mis dehors sur le terrain familial sans rentrer dans trop de considérations privées, quand j'étais adolescent, turbulent, d'accord. Je me suis constitué ma propre réalité. J'ai étudié par moi-même, c'est pas à l'école que j'ai appris. L'histoire, c'est pas à l'école que j'ai appris la science politique, c'est pas à l'école que j'ai appris la connaissance de soi, je l'ai cherché par moi-même, d'accord. Donc aujourd'hui, avec tous les moyens d'information et de communication qu'il y a, la personne qui veut chercher trouve, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'il faut là aussi il faut toujours qu'on essaie d'être exigeant avec nous-mêmes et qu'on arrête de se trouver des excuses. Le deuxième point, c'est que il y a des gens évidemment qui ne pourront ou qui ne voudront jamais rentrer. Il faut prendre cette perspective-là en compte. Moi, je dis simplement que ceux qui veulent rester ici, qui lorgnent sur la manière dont les autres communautés s'organisent. Il y a d'autres communautés, outre que les communautés africaines, qui sont en Occident. Comment fonctionnent-elles? Elles créent un système économique où elles ont l'habitude de prioriser la consommation chez eux plutôt qu'à l'extérieur. C'est le b.a.-ba
de la connaissance de soi et de la conscience communautaire. Ils sont dans une démarche de valoriser, d'avoir des espaces culturels pour valoriser leur culture. Le b.a.-ba de la conscience, là aussi, communautaire. Ils sont dans une démarche de toujours irriguer, d'une façon ou d'une autre, financièrement, le lien entre la diaspora et la terre d'origine. B.a.-ba de la conscience communautaire. Ils ont leurs propres médias, ils ont leur propre canal de communication et d'information. Le b.a.-ba aussi. Pourquoi nous sommes toujours les premiers qui voulons, dès lors qu'on est en Occident, on pense qu'on doit se fondre avec nos visages cramés en Occident, plus que les Occidentaux eux-mêmes. On veut toujours être roi plus que le roi lui-même. C'est quelque chose que je ne comprends pas, et c'est pour ça que je dis, sans vous couper mon cher frère, on a besoin d'être exigeant, à un moment donné, de regarder ce qui marche avec les autres communautés, et de se rendre compte que, par rapport à notre identité, on peut ne pas tous rentrer en Afrique. Ceux qui ne veulent pas rentrer ne sont pas obligés de le faire. Il n'y a pas une obligation de le faire, même si je pense qu'on sera plus en sécurité si on rentre dans un espace qui nous ressemble. Ça, c'est ma conviction et je la vis au quotidien. Mais, malgré tous les risques que cela sous-tend, mais ceux qui restent ici doivent se constituer en communauté solide, en communauté réelle, et arrêter toujours de vouloir mendier une place dans le monde des autres. Parce qu'on peut être en Occident, tout en existant en tant que communauté, pour nous, sans se fermer aux autres. Mais je le redis, c'est l'unité parmi les nôtres qui permet de mieux nous unir au reste de l'humanité. Et je terminerai en disant que dans ton pays, le Cameroun, ou ton pays d'origine, ou même au Bénin, au Sénégal ou partout ailleurs, partout où je vais en Afrique, j'ai fait de très nombreux pays africains, il y a toujours des communautés occidentales qui vivent en cercle, je ne veux pas dire fermé, mais qui ont leur réalité. Les Chinois, c'est pareil. Mais nous, on est les seuls qui vivons toujours de manière éclatée. Pourquoi ? Donc, je reviens sur cet Africain qui décide de vivre en Europe. Est-ce que... Qu'est-ce qui vous permet d'estimer que cet Africain n'est pas chez lui et qu'il faudra, à un moment donné, qu'il rentre chez lui? Tu sais, il y a une phrase... Lui qui est né là, qui vit là. Non, en fait, tu caricatures le débat, et tu le places dans un espace résiduel. Ce n'est pas du tout la situation. Nous disons... Leur sécurité, c'est pour chacun d'entre vous, c'est pour chacun d'entre nous. Après, il y a des suicidaires qui ont besoin d'être frappés par le monde réel. Et l'homme noir est très souvent frappé par le monde réel. On est le seul peuple qui se croit partout chez lui, quand tout le monde lui rappelle qu'il n'est pas chez lui. Parce qu'on aime trop le monde, quand le monde nous a rappelé qu'il ne nous aimait pas tant que ça. Ceux qui veulent vivre dans Mamadou au pays des merveilles, on ne va pas changer quand même leur réalité. Chacun a le droit d'avoir son propre cinéma. Maintenant, nous disons une chose simple. On vit dans un espace. Luther King disait à la veille de sa mort, lui qui a prôné l'intégration mieux que toi et que quiconque, à la veille de sa mort, il disait à Harry Belafonte, j'ai l'impression d'avoir milité pendant des années pour faire entrer mon peuple dans une maison au feu. Et que j'aurais dû songer à organiser mon peuple beaucoup plus dans la structuration communautaire plutôt que de pousser ce même peuple à rentrer dans le cadre de l'intégration à la maison d'Amérique. Et j'élargis ça à la perspective de l'Occident. Si tu veux vivre dans un espace originel qui n'est pas celui de ton foyer civilisationnel, fais en sorte quand même d'être entouré de gens qui te ressemblent. Alors je sais que dans notre peuple, il y a des gens qui aiment tellement les autres au détriment d'eux-mêmes, que leur dire ça, c'est comme si c'est une dinguerie. Dire que, quoi, je dois prioriser la solidarité avec mes frères et mes sœurs. Comment ça se fait? Mais moi j'aime les blondes, moi j'aime les rousses. Il y en a comme ça, dans notre communauté qui sont comme ça. Hein? Ils se reconnaîtront peut-être à la caméra, et je leur passe la paix. Tu vois? Mais, je dis, la sécurité, c'est de se constituer en communauté. Et communauté ne veut pas dire être hostile aux autres. Moi, comme je te dis, tu me vois aux quatre coins du monde. Je pense tu regardes les Russes, tu regardes les Cubains, tu regardes les Iraniens, ils n'ont pas le faciès qui est le nôtre. Cubains, ça peut se discuter, mais ils n'ont pas le faciès qui est le nôtre. Tu comprends? Mais s'il y a un respect émanant de ces personnes, c'est parce qu'ils savent qu'en priorité, nous nous battons pour notre propre peuple. Et nous priorisons les intérêts de notre propre peuple. Voilà. Alors, et c'est important de le préciser. Je vais parler un peu du Congo. Nous sommes en Belgique. Hein. Ça fait 60 ans d'indépendance ces derniers jours. C'est qui a décrété? Il y a vraiment l'indépendance là-bas, tu penses? Officiellement, sur Wikipédia. Là. Voilà. Après 60 ans, ici, après toutes les pressions qu'il y a eu, notamment le mouvement Black Lives Matter, et toute la poussée institutionnelle aussi qui est en train de s'installer, le roi a annoncé ses regrets. Il a prononcé des regrets. Quel est ton regard sur ces regrets? Je suis vraiment obligé de dire ce que je pense de tout ça, de tout ce cinéma.
ce que j'ai besoin vraiment de dire. Et c'est pour les téléspectateurs surtout. Moi, tu sais, il y a des gens qui nous connaissent par cœur, qui savent notre degré de naïveté, qui savent à quel point tu vas voir quelqu'un qui va pleurer, une petite larme, on va être en émoi, on va danser, on va sortir, c'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Moi, je ne me remets pas en doute le fait qu'il est le roi et peut-être une prise de conscience, etc. Très bien. C'est ça qui va changer le rapport, le système capitaliste, occidental, belge et autres, et sa démarche de prédation vis-à-vis de nos pays. C'est ça qui va faire qu'ils vont arrêter de piller les ressources au Congo, au Cameroun et ailleurs, franchement. On en est là. Donc il a dit, reconnais, on va sortir un gâteau, je vais manger le ndolé, je vais partager avec toi, on va fêter ça. Pardon, il y a des urgences. Moi, l'histoire du roi, là, c'est un détail de l'histoire. C'est pas quelque chose que je prends au sérieux. Je peux, si tu veux, on va lui apporter des Kleenex ensemble pour sécher ses larmes. Il est ému, il reconnaît, etc. Très bien. Passons à autre chose. Aujourd'hui, le Cameroun est balkanisé. Ça, ce sont des réalités, ce sont des priorités. Aujourd'hui, le Congo, la RDC, Félix, c'est un ami, il venait manger chez moi il n'y a pas si longtemps, d'accord ? Félix est président aujourd'hui d'un pays qui est la convoitise, qui fait l'objet de convoitise du monde entier, de toutes les forces prédatrices de la planète. Ça, c'est des réalités dont on doit parler. Parler des larmes du roi parce qu'il reconnaît les crimes, etc. J'en ai rien. Bon, je vais être comme il y a des mamans et des enfants qui regardent, je n'ai que faire de ça. Voilà, je vais te le dire très clairement. Et il faut qu'on arrête d'être distrait. Là, depuis qu'on parle, on a trop parlé du regard des autres. Parlons de comment nous organiser, je le dis avec amour, hein, pour préserver nos richesses. Parce que moi, je suis fatigué aussi de ne voir l'Afrique grande que dans le cadre du Wakanda de Black Panther. J'aimerais bien qu'on puisse s'organiser politiquement, et c'est ce qu'on fait sur le terrain, pour que cette Afrique qui détient toutes les richesses puisse s'organiser sans toujours pleurer vis-à-vis de la méchanceté entre guillemets du blanc. Il y a des blancs qui sont bons, il y a des blancs qui sont mauvais, il y a des noirs qui sont bons, il y a des noirs qui sont mauvais. Passons à autre chose, voyons ce qu'on peut faire pour préserver les ressources de nos terres et sortons de ce processus-là du regard de l'autre. Moi, je m'en fous du regard des blancs. Je me suis libéré de ça. Et je peux t'assurer, quelle que soit la personne en face de moi, si la personne m'est hostile, elle sentira mon hostilité en retour. Tu comprends ? C'est vraiment dans cette démarche-là que je suis, mon frère. Et si la personne a de l'amour, quelle que soit sa couleur de peau, elle sentira ma fraternité en retour. Voilà. Alors, on a parlé de prédation au Congo, par exemple. On n'a plus que 2% des échanges commerciaux qui se font entre la Belgique et le Congo. Il y a la Chine, par exemple, s'est installée confortablement. Tu es sûr que c'est qui a donné les chiffres de 2%? On peut vérifier. Ouais, ça serait bien qu'on vérifie. Donc la Belgique n'a plus véritablement d'emprise, contrairement par exemple à la Chine. Donc les phénomènes d'accaparement de terre et autres qui se font avec l'aval avec l'aval des dirigeants africains. Les diasporas africaines qui sont de plus en plus conscientes, vous me direz, s'investissent de plus en plus en Afrique et militent pour un changement là-bas sur place. Pas tous, mais certains, oui, c'est une réalité. Pas tous. Mais comment, quel mécanisme il est possible de mettre en place au sein des diasporas? Moi, je parle plus de diaspora parce que nous sommes en Belgique et qu'il y a une majorité du public qui est diaspora. Comment ces diasporas peuvent s'impliquer pour faire changer les choses là-bas? Est-ce que leurs actions ici ont de l'impact là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut retourner là-bas forcément pour changer les choses? Tout d'abord sur le lien et sur les ressources ou la part de marché que les Belges ont vis-à-vis du Congo, permets-moi, avec toute l'affection que j'ai pour toi, de douter du chiffre que tu me donnes, les 2%. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé et que tu parleras avec des Congolais même dans le gouvernement, te diront que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il faut réécouter le discours du président Tshisekedi quand il appelle aussi les investisseurs, la Belgique, à investir, etc., à continuer d'investir. Il y a un lien, il y a une connexion qui a été ininterrompue par rapport au rapport entre la Belgique et la RDC. Donc il faut faire très attention à mon sens, aux informations qu'il donne. Après, libre à chacun d'y croire. Tu as parlé de la Chine. La Chine, malheureusement, fait ce qu'elle fait avec l'aval des dirigeants. Les dirigeants africains ont pensé que la Chine, qui était une ancienne puissance colonisée,
était un meilleur partenaire politique et géostratégique que l'Occident qui, sur un certain nombre de terrains, leur demandait, en plus du pillage qui était effectué, leur demandait une conduite à suivre, alors que les Chinois, disons les choses telles qu'elles sont, ne demandent rien aux dirigeants africains. Ils disent juste on sert, on fait business, et ça avance de cette façon. Et il se trouve qu'un certain nombre de dirigeants africains, au détriment du peuple, y ont trouvé, à un moment donné, leur avantage dans tous nos pays. Donc ça aussi, c'est un problème central, mais moi, je fais aussi très attention. C'est-à-dire que la Chine est un concurrent pour l'Occident, d'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le sillage des cris des Occidentaux vis-à-vis du danger chinois, parce que c'est un danger d'abord pour eux, en termes de concurrence économique, d'accord ? C'est aussi un problème sociétal pour nous autres Africains, d'accord ? Et c'est à nous de le régler, d'accord ? Mais quand je compare la manière dont les Chinois opèrent sur le continent, qui est loin d'être noble, d'accord ? Disons les choses, mais quand je compare ça à la manière dont les Occidentaux nous ont colonisés, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Il faut avoir la liberté d'esprit et de penser, de le dire. Ce qui n'empêche pas que le jour, moi je te le dis très clairement, et ça arrivera, le jour où institutionnellement on passera à une autre étape, parce que là je suis dans le giron de la société civile, sur le terrain médiatique ou sur le terrain politique par rapport à notre organisation, l'Agence panafricaniste, c'est une réalité particulière, mais il va arriver un moment où quand on va rentrer dans la sphère institutionnelle politique, il est certain que les Chinois ne se sentiront pas au paradis, en tout cas là où nous serons, ça c'est certain. Mais c'est moins pire d'un côté, je pense très sincèrement, en observant partout où je vais, que de l'autre, ce qui ne les rend pas positifs. Voilà. Vous pensez quoi de la décolonisation des espaces publics en Europe ? Alors je te réponds en te disant que nous on a lancé un appel pour la décolonisation des espaces publics en Afrique. Et on pense que dans l'espace public africain, ça a une extrême légitimité, parce que l'espace public renvoie à l'imaginaire quotidien, renvoie à nos vies, renvoie à ce que nos esprits reflètent. On a besoin d'avoir le miroir de nos âmes dans les endroits où nous vivons en priorité. Maintenant, en ce qui concerne l'Occident, est-ce que moi, si je vais chez toi, je rentre dans ta maison, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus dans nos maisons, ils ont imposé leur figure, leur nom, le nom de leurs criminels dans nos maisons. Moi, ce que je veux faire, c'est nettoyer ma maison et les chasser de la maison où je suis. Très bien. Maintenant, est-ce que moi, j'ai besoin que dans leur maison, on mette le nom de Malcolm X, de Rosa Parks, de Sankara ? Je trouve que ça n'a aucun sens. Et là, encore une fois, on en revient au regard, à la perspective, à la perception de l'autre, que l'autre a sur nous et de la perception que nous avons sur l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de changer leur monde. Un combat inutile ? Je dis vraiment avec mes mots, ce sont tes mots, peut-être que c'est ta pensée, je dis, moi je n'ai pas besoin de changer leur monde. Ce qui m'intéresse, c'est de changer le nôtre. Je suis fatigué qu'on veuille toujours se faire une place dans leur monde. Et ça rejoint ce que je te disais quand tu me parlais des larmes ou de l'émotion du roi, etc., de Belgique. Ça, c'est leur monde. Et il faut que l'homme noir et la femme noire coupent le cordon ombilical vis-à-vis de leur monde. C'est comme... Il y a une sœur, une magnifique sœur, très, très gentille, Rokaya Diallo. Je la vois tous les jours parler des pansements. Faut que L'Oréal change ses histoires pour qu'on ait notre place. Il faut que, faut qu'on ait de place. Il y a je suis fatigué. À un moment donné, arrêtons de demander une place dans leur monde. Je l'aime, ma sœur, comme j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs. Mais arrêtons de changer, de vouloir changer leur monde, construisons le nôtre. On ne se rend pas compte de... Tu sais, dans ce globalisme néolibéral, ce qui compte, c'est les grands espaces, et c'est les peuples. Des minorités qui sont dans cette démarche de toujours vouloir s'intégrer dans un espace qui n'est pas le leur, même si elles y sont nées. C'est pas parce qu'un lion naît dans un poulailler qu'il va se transformer en KFC, ou qu'il va se transformer en poulet. Soyons sérieux. C'est pas parce qu'un sanglier naît au milieu de lions qu'il va se transformer en lion. Il y a un moment donné, l'identité qui est la nôtre, elle est intrinsèque. Il y a des réalités qui ne changent pas. Tu comprends ? Et dire cela ne signifie pas ce que j'en vois certains arriver en disant oui, mais il y a des métissages. Oui, bien sûr qu'il y a des métissages. Mais comme disait Bob Marley, c'est pas parce que je suis d'un père blanc ou d'une mère blanche que cela efface ma négritude. C'est une réalité. Noir clair ou noir foncé, on est soumis tous aux mêmes réalités. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on construise notre propre paradigme, qu'on reconstruise notre propre monde, sans mendier une place à qui que ce soit. Et je t'assure que c'est de cette façon-là que le respect viendra
Et quand je dis le respect de nous-mêmes en priorité. Parce qu'il n'y a pas de plus grande fierté que de pouvoir se constituer son propre monde. Et d'être puissant économiquement, politiquement dans son propre monde. Mais les histoires de oui, je vais être maire dans la ville, dans la telle ville, je veux une place au Parlement. Écoutez, arrêtons avec ça. Arrêtons. Quand j'entendais les gens dire, excusez-moi, on a Barack Obama, enfin on a un président noir. On a 54 pays. Sur les 54 pays, il y a bon nombre d'États dirigés par des Noirs. Mais vous, votre obsession, c'est d'avoir un président noir à la tête d'une Maison Blanche. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le bilan, d'ailleurs, de ce Barack Obama-là, c'est qu'il a bombardé quoi? C'est sous son règne, entre guillemets, Kadhafi est mort, d'accord? Bombardé le Moyen-Orient, bombardé la Libye. Le nombre de morts a explosé sous sa présidence, de meurtres négrophobes, etc. Et je rappelle une chose, en Occident, et ça il va falloir que les gens comprennent, et c'est ce que King avait prédit, avait prophétisé qui est en train de se réaliser. Vous avez beau arriver le plus haut possible dans leur maison, mais celui qui dirige dans leur maison, c'est pas celui qui est assis sur le siège, c'est celui qui paye le siège. Il y a l'état profond et il y a l'état de surface. Et l'état profond, c'est une oligarchie qui ne laissera jamais des gens comme toi et moi rentrer. Et cette réalité aux États-Unis, elle est valable partout. Alors j'entends des gens qui disent oui, il faut qu'on prenne le contrôle de ces pays. Vraiment, parfois, il y en a parmi les nôtres qui ont une grande naïveté. Quelle est selon vous la plus grande difficulté de mettre en place le changement en Afrique? Moi, je pense que la seule chose qui manque, plus ou moins, c'est la volonté. Et qu'avec volonté, on est capable de faire énormément de choses. La volonté de la part de qui? Du peuple ou des du gouvernants? Il y a un moment donné, c'est Zbigniew Brzezinski, grand théoricien américain, faucon américain, comme on les appelle. Conseiller de Barack Obama? Il a conseillé beaucoup de présidents. J'aime parler avec exactitude de choses. Je ne suis pas sûr qu'il ait conseillé Barack Obama. Ça demande vérification. Mais c'est possible. Qui disait que le XXe siècle était le siècle des élites, mais le XXIe siècle sera le siècle de la base. Et que donc, c'est pour cette raison qu'ils ont architecturé, qu'ils ont créé un encadrement des sociétés civiles, de telle sorte que, par exemple, partout dans le monde, vous voyez que USAID, l'organe de financement de l'aide américaine extérieure, quelque part, se concentre pour financer des groupes partout dans le monde qui peuvent par la suite être des courroies de transmission pour les intérêts occidentaux, pour les intérêts américains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la société civile aujourd'hui, c'est elle qui donne l'heure. Le franc CFA, par exemple, je donne un exemple très simple. Le franc CFA, c'est la société civile, amenée sans nous ramener trop de mérite, mais amenée par notre organisation, l'Agence panafricaniste, qui a structuré le Fronti CFA. C'est la société civile qui a fait en sorte que le franc CFA est devenu un sujet prépondérant au XXIe siècle. Et qui a poussé le dirigeant Macron à nous sortir sa blague de l'écho, alors qu'en réalité c'est un franc CFA déguisé. Mais ce simple changement cosmétique, c'est parce qu'on a haussé le ton. Et aujourd'hui, maintenant, on a le président du Nigeria et du Ghana qui ont repris le relais de notre contestation et qui s'opposent au schéma qui est là. Ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait ces mobilisations-là. Donc la société civile a un rôle historique. Et de plus en plus de jeunes partout en Afrique, dans la zone francophone, j'aime pas le terme francophone, on va s'adapter, sont dans cette perspective, sont dans cette dynamique. Donc, moi, je pense qu'il arrive un moment où les obstacles, c'est nous qui nous les créons. C'est nous qui nous les créons. À partir du moment où vous réalisez le potentiel illimité de l'être humain, le potentiel illimité de celui qui croit en une idée, je peux vous assurer qu'on est plus proche de la ligne d'arrivée que de la ligne de départ. Et encore une fois, sur ce terrain-là, il n'y a pas de victimisation. J'ai entendu gyrophare, je croyais que c'était pour venir me chercher. Mais c'est souvent comme ça en Occident. Mais plus sérieusement, je pense qu'on est aujourd'hui dans un chemin qui me paraît inarrêtable. Il y a quelque chose qui se passe et qui dépasse nos propres personnes. On est dans une phase historique aujourd'hui. Et quand je parle de phase historique, je différencie des phases historiques spontanées, émanant de notre peuple, des phases historiques accompagnées, d'accord, comme ça se passe avec Black Lives Matter. Vous avez tous les médias qui méprisent les Noirs, qui du jour au lendemain font là une pub excessive de ce courant, d'accord, médiatise, comment dirais-je, étrangement des gens, comme pour pousser un certain nombre de personnes à rentrer dans le renouvellement de ce combat antiraciste, alors qu'on sait très bien que l'antiracisme, très sincèrement, est une fadaise. Et c'est une distraction. On est encore une fois dans une analyse de la lutte verticale plutôt que de la lutte horizontale. On analyse le conflit
entre les diverses communautés, d'accord, qui s'appuient sur des réalités. Il y a de l'hostilité, la négrophobie, c'est pas un mythe, c'est une réalité sociale, d'accord, et historique et politique. Mais du coup, on oblitère la réalité de la lutte verticale, le prolétariat face à l'oligarchie. Et moi, je dis que les choses doivent être faites de manière globale, analyser les rapports entre les différents peuples, mais ne jamais oublier la réalité prolétarienne asphyxiée par l'oligarchie. Parce que le prolétariat, c'est la base. Le sommet, c'est la pyramide. Quand la base commence à bouger, le sommet de la pyramide tombe parce qu'il redevient un vulgaire caillou. Et c'est ça dont on doit se rappeler. Et c'est ce que nos ennemis, de manière prospective, ont compris depuis très longtemps. C'est pour ça que quand il y a eu les histoires de printemps arabe, des oligarchies occidentales et américaines, plus particulièrement l'Union européenne, ont accompagné toutes les mobilisations, d'accord, contre les dictateurs. Auparavant, ils soutenaient les dictateurs, maintenant ils sont mis du côté des populations. Mais c'est toujours dans une optique de ne pas perdre leurs intérêts dès lors qu'un nouveau dirigeant est élu ou prend le pouvoir. Et bien c'est sur ce terrain-là que nous on doit se situer, en étant dans une logique véritablement de consolider le processus de souveraineté à travers les mobilisations que nous faisons. Et sur ce terrain-là, ce que nous faisons sur le continent est lié à ce que nous faisons dans la diaspora. Si je viens par rapport à ces questions de Black Lives Matter, je viens par rapport à ces questions de Black Lives Matter parce que le globalisme néolibéral, qui est en train d'instrumentaliser la souffrance noire dans le cadre de Black Lives Matter, d'accord, est pour moi relié à la problématique du néolibéralisme qui touche nos populations sur le continent. Les choses ne sont pas séparées. Il faut juste qu'on puisse être capable d'avoir une vue d'ensemble. Kémy Séba, 4 pays africains où vous êtes persona non grata. 4 sur 54. C'est pas beaucoup. Mais pas des moindres. Sénégal, gros pays. Ou un gros pays dont les dirigeants sont très soumis à la France, c'est vrai. Côte d'Ivoire. Où le champion de la France-Afrique qui est Alassane Ouattara, Premier ministre, premier serviteur de l'impérialisme français en Afrique. Guinée-Bissau. Non. Guinée-Conakry. Ils n'aiment pas qu'on dise Conakry, ils disent que c'est Guinée tout court. Ok, Guinée. Guinée. Souvent, moi je dis Guinée-Conakry comme ça, on me reprend. Guinée-Conakry, parce que j'étais venu parler de la corruption. Mais tu réaliseras une chose, et Togo. Tu réaliseras que les 4 pays où je suis interdit sont les pays où je suis le plus populaire. Et c'est quand même assez intéressant. Sénégal, il y a une fresque qui a été effectuée par un célèbre groupe de taggeurs, RBS Crew, qui est un légendaire groupe de graffeurs, de taggeurs en Afrique aujourd'hui. Je suis la seule, parmi les figures historiques qui ont été mises en plein centre-ville, je suis la seule figure contemporaine. Sénégal, c'est des endroits où j'ai fait des grandes mobilisations. Tu as oublié le Mali aussi, où Ibeka a une peur bleue, il a dit que j'étais une menace pour l'ordre public parce que je réunis toujours des milliers de personnes à chaque fois que je vais là-bas, sans avoir besoin d'y vivre. D'accord ? Donc tous ces pays, Côte d'Ivoire, j'étais interdit, alors que la semaine de mon arrivée, j'avais rencontré Alpha Blondy, pas mal d'autres personnes. Les gens attendaient 3000 à 4000 personnes pour ma venue, je n'habite pas là-bas. Donc il y a des réalités aussi, c'est que ces dirigeants ne se lèvent pas en disant risque grave de menace, non, risque de menace grave à l'ordre public. S'ils te disent ça, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils appellent menace à l'ordre public, c'est notre capacité à réunir. Si je ne réunis ces personnes, dans ces pays-là, on ne m'interdirait pas. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent. On mène un combat contre un système bicéphale, avec une oligarchie. Parce que quand on parle de colonialisme, c'est ça l'erreur peut-être que certains font, c'est pas que le colon blanc. Le colon blanc, il y a un proverbe qui dit « Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur ». Donc, si le colon occidental arrive à nous dépecer comme il le fait, c'est parce qu'il a ses agents sur le terrain. Et ces agents sur le terrain, quand ils nous voient nous réunir contre leur maître, eh bien, ils s'organisent pour essayer de nous censurer, ce qui ne marche évidemment plus, parce qu'avec Internet et avec la télévision, tu as beau me censurer à 19h, je passe à la télé à 20h, dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Donc, c'est très contre-productif pour eux. Mais c'est bizarre que vous soyez accueillis encore au Cameroun, accepté par le gouvernement Biya. Attention, ça fait longtemps que je suis pas retourné au Cameroun. Et il faudrait... le test va se faire prochainement, je ne vais pas donner de date. Mais non, il faut qu'on se dise les choses clairement. On a beaucoup accès, là, parce qu'on est dans plusieurs phases de ce combat. La première phase a été l'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas encore terminée. Viendra la phase 2, qui est la phase d'Afrique centrale. J'ai fait ces pays dans le cadre de mes activités professionnelles à la télé. J'ai été directeur général d'Afrique Média, etc. Mais dans le cadre de mes campagnes politiques, je n'ai pas encore fait le Cameroun. C'est là on va voir si je suis accepté ou pas. Mais j'ai de grands questionnements sur la manière dont les dirigeants vont nous recevoir, quand on sait le degré dictatorial qui existe là-bas et le peu de liberté d'expression. Mais c'est des choses qui se feront, qui étaient prévues cette année. Mais le Covid a
changé la donne sur beaucoup de projets qui étaient les nôtres, mais ça va venir, ça se fera. Mais de quoi ils ont peur? Ils ont peur que tu réveilles les consciences populaires, tout simplement, ou autre chose? Moi, je pense qu'ils ont juste peur de ça. J'ai pas d'armes, j'ai pas encore de bombes nucléaires, je n'ai pas de fusil, et jusqu'à preuve du contraire, depuis qu'on est en Afrique, il n'y a pas d'action violente, à contrario peut-être de la genèse à l'époque de la Tribuca, où j'étais peut-être un petit peu plus offensif. D'ailleurs, vous avez l'air apaisé. À peser ou à apaiser? Plutôt serein. Souriant, c'est rare. Non, vous avez souvent été très fâché. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, qui me suivent dans les médias depuis très longtemps, je suis quelqu'un de très souriant. C'est juste que ça dépend de l'interlocuteur que j'ai en face. Je dois bien prendre. Si tu me regardes mal, je vais pas te sourire. Si tu me regardes avec fraternité, je vais te regarder avec fraternité, je vais sourire. Tu comprends? Et le problème, c'est que la question que tu soulèves rappelle une réalité en Occident. Beaucoup de gens sont prisonniers de la perception que les médias donnent de leur sujet. Or, les médias occidentaux, et je l'ai encore vu dans la grosse conférence de presse qu'on a fait la semaine dernière, les médias occidentaux, à chaque fois qu'ils montrent un ennemi du système, je parlais pour moi en tout cas, on me montre toujours en train de faire des grimaces étranges, toujours en train d'être fâché, Et ça, pour celui qui ne fouille pas, il a toujours cette impression qu'on est fâché, qu'on est méchant, qu'on est radicaux, etc. Mais par la grâce du Tout-Puissant, aujourd'hui, les gens ont accès aux réseaux sociaux, ils ont accès aux médias de masse en Afrique, etc. Et donc c'est très difficile. Le monopole que les médias puissants avaient avant est cassé par la réalité plurisectorielle médiatique. Les réseaux sociaux sont médias puissants. Les télévisions en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet encore, mais qui ont la télévision, c'est aussi très puissant. Et donc c'est difficile de biaiser l'esprit des gens sur ce terrain. C'était à vous parlez, en général, vous allez dans des pays, vous n'êtes pas originaire de ce pays-là, et vous prenez la parole et vous discutez, vous accusez certains. Mais est-ce que vous ressentez la légitimité, par exemple, d'aller au Gabon et d'invectiver un chef d'État gabonais? Mais moi, je te réponds. J'ai été arrêté 2 reprises cette année. Quand j'étais arrêté au Burkina Faso, c'était un amphithéâtre de combien de personnes? 1500 personnes qui sont venues me voir, les Burkinabés, qui applaudissaient de manière nourrie, tellement que ça a indigné le gouvernement. Pourquoi? Ces gens-là ont-ils été forcés de venir? Non. C'est parce que notre discours répond à des aspirations. La nouvelle génération est dans le panafricanisme. On ne l'a pas forcée. Elle est dedans. Il y a eu un travail qui a été fait pour la pousser à rentrer dans cette démarche-là. La nouvelle génération n'a que faire des frontières de Berlin de 1884 et 1885 qui ont été faites pour nous éparpiller. Et donc, aujourd'hui, si tu te lèves mais que tu n'as pas prouvé à ta population ton amour pour les tiens, pour tes semblables, c'est sûr que les gens vont dire pourquoi tu viens parler de quelque chose qui ne te concerne pas. Et quand les gens voient les sacrifices que tu fais, les coups que tu prends, le président Roch-Marc Kaboré, que lorsqu'il m'a reçu à son palais présidentiel, il m'a dit quoi? Devant témoin, devant le frère Hervé Ouattara. Il m'a dit que j'étais plus populaire dans son pays que lui-même. Et ça, je le dis devant témoin, je le dis devant la caméra. Il y a des choses qui sont réelles. Et le Mali, je pense sans trop me tromper, que je suis plus audible auprès d'une grande partie de la jeunesse que le propre président Ibeka. Et je peux continuer l'exemple comme ça en Afrique francophone de cette façon. Et je le dis sans aucun mérite, parce qu'en réalité, c'est pas moi qui suis entendu. C'est le message et c'est le combat que nous menons qui touche le cœur d'un bon nombre de gens sur le continent. Donc, la question de la légitimité va avec le sens des responsabilités, va avec le sens des sacrifices. Un sacrifice, il y a sacré. Celui qui est capable de donner son âme pour son peuple, le peuple lui rend toujours. Et moi, je le constate, j'ai été très diabolisé, je suis toujours en Occident, combattu aussi parfois par la jalousie de certains membres de notre communauté, il faut aussi qu'on puisse le dire, d'accord? Mais l'amour que j'ai connu en Afrique, l'amour populaire est venu du fait des sacrifices qu'on a fait pour ce même peuple. Parce que tout le monde n'est pas prêt à aller en prison pour ses idées. Qu'est-ce qui vous fait peur dans votre vie? Franchement, rien. À part le Tout-Puissant, à part ne pas être à la hauteur de ce pourquoi je suis venu comme tout un chacun sur Terre. Voilà. Moi, je me lève chaque matin en me disant, il faut que je sois à la hauteur de ce que les gens attendent de nous. C'est très important. Des doutes parfois? Quand je parle de politique, je parle. Non, doute, non, questionnement toujours. Je suis quelqu'un qui me remet très facilement en question. Alors jamais vis-à-vis de l'extérieur. Jamais. Ça, c'est très difficile. Mais je suis quelqu'un qui sait
déceler, même quand des gens pensent que c'est bon, je suis quelqu'un qui sait déceler ce qui ne va pas et qui essaye toujours de s'améliorer. Donc j'essaie d'être en amélioration constante. On va se diriger vers la fin. Un petit message pour les diasporas africaines. Un message d'amour et un message qui nous pousse à nous rappeler qu'on n'est rien sans l'Afrique. L'Afrique peut exister sans nous, mais n'oublions jamais que nous ne sommes rien sans l'Afrique. Et donc, quels que soient nos choix, même si on décide de rester à Bruxelles parce qu'on aime l'avenue Louise ou autre, ou on veut rester à Paris parce qu'on aime les Champs-Élysées, ou on aime Château d'Eau, peu importe, faisons en sorte d'exister en tant que communauté, et communauté toujours reliée à la terre d'origine. C'est très important. Et je sais qu'on est très nombreux, qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui sont dans cette démarche-là. Donc j'ai foi, j'ai espoir. Merci Kémy Séba. Merci infiniment. Et je termine juste par une petite phrase qui est importante. Je dis souvent, ils finiront par comprendre. Il y a une sœur qui m'a dit aujourd'hui, mon frère, on n'a pas besoin qu'ils comprennent. Et j'ai dit non. Elle pensait que je parlais des Occidentaux. J'ai dit non, mais tu t'es trompée, ma sœur. Depuis toujours, j'ai toujours dit qu'ils finiront par comprendre. Ça s'adresse à des gens de notre communauté qui font soit semblant de ne pas comprendre ou qui n'ont pas pour l'instant les armes pour comprendre. Ils finiront par comprendre parce que c'est le sens inéluctable de l'histoire. Mais que l'Occident comprenne ou ne comprenne pas, ce n'est pas ma préoccupation. Merci. Merci à toi. Merci mon frère.